Oui, parce que vous, quand vous êtes arrivé du Togo en France, vous étiez venu, vous avait-on dit, pour faire des études, poussé par votre famille, comme ça arrive souvent. Et là, vous avez été accueilli par une famille qui vous a en gros gardé votre passeport et qui ne vous a pas payé en vous demandant de travailler des heures et des heures. Et j'en passe, et des bien pires. Le bouquin est sorti il y a maintenant une semaine. On va regarder un reportage où vous réapprenez à vivre après cette vie d'esclave moderne. C'est un reportage de Miguel Gonan et de Stéphanie Guérin qui étaient présents le jour où la Cour se prononçait à la suite de l'appel qu'avaient déposé vos anciens employeurs avec un résultat qui n'est pas entièrement satisfaisant pour vous. On va mieux comprendre avec ce reportage. Ce dimanche-là, j'étais invitée à la campagne et je me souviens bien ce dimanche-là. Je m'étais réveillée 5 heures du matin pour pouvoir finir tout et pouvoir partir avec les enfants. Et elle fait tout pour que je ne parte pas, que je reste à la maison. Je n'ai pas le droit de sortir, même les dimanches. Qu'est-ce qui pousse à écrire un livre sur soi? Ben, moi, personnellement, c'est pour se sentir libéré quelque part. Et en écrivant, tu te sens libéré ou alors communiquer avec quelque chose, le papier, je sais pas, c'est fort, que j'arrive à exprimer, mais à chaque page que j'écrivais, ben, je me sentais soulagée. Un esclavage dit moderne prend racine dans les pays européens. Des femmes africaines, indonésiennes ou encore sri-lankaises, sous couvert de domesticité, sont en fait traitées comme des sous-êtres, des esclaves. Un cas jugé par des magistrats de la 31e chambre correctionnelle de Paris aujourd'hui évoque la situation d'une jeune Togolaise et les pratiques d'un couple contre lequel 1 an de prison ferme a été requis. Hier encore, Henriette était une domestique exploitée par une famille aisée du 13e arrondissement. Aujourd'hui, à la barre du tribunal correctionnel, elle a pu raconter son calvaire. Elle n'a pas oublié les méthodes de sa patronne. Pour elle, tu dois travailler comme une esclave, c'est tout. Une natte à même le sol pour dormir et pas de salaire. C'était le 19 mai 1999. Un mois plus tard, les anciens patrons d'Henriette sont condamnés à 1 an de prison, dont 7 mois avec sursis. Ils font alors appel. Aujourd'hui, avec son avocat, elle se rend au palais de justice pour connaître le verdict. Elle s'est trouvée dans une situation où une enquête policière tout de même avait eu lieu. La défense l'estimait sommaire, le parquet et nous-mêmes l'estimions suffisante. La Cour en a décidé autrement. Nous verrons bien ce qui se passera en septembre prochain. Est-ce que vous êtes déçu? C'est pas réponse. Tu as compris un petit peu ce qui s'est passé? Un petit peu. Les magistrats ont demandé à ce qu'il y ait un supplément d'enquête, à ce que des gens soient entendus, des gens qui n'avaient pas été entendus dans la première enquête, à ce que des documents soient saisis, et on plaidera à nouveau pour que la Cour puisse rendre sa décision. Voilà. Ça fait long. Oui, c'est quand même lent, mais ça va. Le plus important, c'est que la justice soit faite. Pourquoi vous avez proposé à Henriette d'écrire un livre? C'est elle qui a commencé par me dire, j'ai pris des notes pour me souvenir de ce que j'ai vécu. J'ai dit, ben, ces notes, il faut les exploiter, il faut en profiter. Elle m'a dit qu'elle voulait que ça serve aussi aux autres. D'abord qu'on parle non seulement de son histoire, mais plus généralement autour de son histoire, de sa situation, de ce qu'elle avait vécu et de ce que d'autres filles comme elle, du Togo ou d'ailleurs, vivent encore aujourd'hui en France. Donc c'était une bonne thérapie. Et puis ça fait un beau livre. Tu l'as écrit vite? Non. Ça prend quand même du temps. C'est pas facile non plus à l'écrivant, parce qu'il faut retourner dans le passé, ce que tu vivais, ce qui était dur, horrible. Alors, pour ton bouquin? Je suis impatiente que ça sorte. Flore a connu une histoire similaire. Depuis, elles sont devenues très complices. Moi, je pense qu'elle a eu beaucoup du courage. Parce que ce ne sont pas des trucs faciles, en fait. Et moi, le courage que Henriette elle a eu de le faire, moi, j'aurais pas. Je ne pense pas si j'aurais ce courage de les faire, en fait. Ça ne vous tente pas la même expérience? Ça me dit rien. En fait, je ne veux pas passer dans la rue que les gens ils me regardent et disent oh, regardez cette fille-là, c'est ça son passé. Je ne veux pas qu'on me montre de doigt quelque part. Je ne sais pas, c'est la peur. Ou j'ai gardé toujours la peur en moi.
où je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... Quand je me regarde parfois, je me dis, j'ai pas baissé les bras et que j'irai jusqu'au bout. Et elle a repris confiance en elle et quelque part, moi je pense qu'elle se sent fière d'avoir réussi à faire tout, à écrire son livre, à raconter son histoire et à écrire son propre livre. Au comité de soutien contre l'esclavage moderne, Henriette a trouvé l'aide nécessaire pour aller au bout de ses démarches. Le drame, si vous voulez, de cet esclavage domestique, c'est que vous n'avez pas le droit à la parole. Vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas vous confier. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Malheureusement, il y en a des centaines, voire des milliers qui sont dans sa situation. Je pense à cette jeune femme qui a été enfermée pendant 14 ans. Le seul confident de cette jeune femme, c'était ses cahiers. C'était ses cahiers. Pendant 14 ans, elle a écrit parce qu'elle n'avait pas le droit de parler. Donc elle était dans un univers hostile où elle était vraiment horriblement maltraitée. Et il y avait ce rapport, effectivement, au livre, à la page, qui va peut-être sauver la vie. Parce qu'autrement, vous flinguez, quoi. C'est pas possible. Chez son éditeur, le livre est enfin prêt. Henriette découvre sa version définitive. Bon, je te le montre. Tiens, tu vas me dire ce que t'en penses. Très, très beau. Ça te va, la couverture, tout. J'ai essayé de rester sobre, hein, parce que bon, de toute façon, la couverture est à l'image du contenu. C'est vraiment bien fait. Les livres, je commence par les lire déjà souvent en jeu d'épreuve et je me place, j'arrive, ça se fait naturellement, je me place comme un lecteur potentiel, c'est-à-dire quelqu'un de la rue qui achèterait un livre à un moment donné, qui ferait un choix dans une librairie d'acheter celui-là plutôt qu'un autre à un moment donné. Et quand j'ai refermé ce livre, à la fin, il m'a fallu un quart d'heure, hein, un bon quart d'heure pour... j'étais toute seule et on se dit c'est pas possible quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Son livre vient de sortir, elle donne sa première interview radio. Comment vous avez vécu cette situation d'esclave? Il y a des fois où je me vais vers la fenêtre pour se jeter parce que je me demandais pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous vous sentez sortie d'affaires? Pas complètement sortie d'affaires, mais beaucoup mieux qu'avant. Et surtout, le livre que je viens d'écrire m'a beaucoup aidé à mettre un petit peu l'histoire de côté et à vivre, à commencer une vie normale comme toutes les autres filles de mon âge. Ça va, ça s'est bien passé, Henriette? Oui, ça s'est bien passé. Mais c'est toujours dur à retourner en arrière, à raconter l'histoire. Ça me rend toujours triste. Quelle que soit la douleur ou quel que soit le moment, soit ça nous renforce, soit on est plus détruit. Et moi, je trouve que ça m'a rendu fort en écrivant. Parfois, je prends et je relis. Et je me dis parfois, c'était pas moi. Alors, le reportage de Stéphanie Guérin et Miguel Ganon. Pour évoquer, Henriette, l'exemplarité dont parlait Bernard Fixot, enfin, l'utilité que peut avoir un bouquin comme celui-ci, si vous aviez eu connaissance d'un livre et d'une histoire comme celle que vous avez racontée dans votre livre, avant d'arriver en France, vous pensez que ça aurait changé tout pour vous? Je crois que oui. Parce que en Afrique, enfin chez nous, au Togo, quand on voit l'Europe, il n'y a pas tout ça dedans. C'est une vie où tout le monde est libre de faire un peu tout ce qu'il veut et pas être enfermé. Et surtout ne pas avoir le droit de parler ni de sortir. Depuis combien de temps vous n'avez pas été au Togo maintenant? Ça fait 6 ans. Donc l'été prochain, vous allez y retourner? J'ai l'intention de retourner. Pour la première fois depuis 6 ans, oui. Voir votre famille, une famille avec qui vous avez repris contact depuis le procès, mais qui, avant le livre, quand vous les aviez rarement au téléphone, ne vous croyait pas. Oui. C'est terrible. Surtout mon père, il ne me croyait pas. Et ma mère, elle m'a toujours cru. Comment vous imaginez qu'ils vont réagir? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Qu'est-ce que vous espérez? J'espère qu'il comprendra mieux à travers le livre, parce que j'ai pas eu le temps de l'expliquer ou de le raconter aussi que le livre. Je sais pas. Vous avez envie de continuer à vivre en France ensuite, vous pensez? Pour l'instant, j'ai pas décidé. D'accord. Vous laissez tout ça
reposer et travailler tranquillement. Une dernière question, Corinne. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'écriture que vous ne trouviez pas dans la thérapie que vous avez suivie pour conclure un peu cette émission et savoir ce que l'écriture de sa vie peut apporter à chacun d'entre nous? Je crois qu'en fait, j'ai commencé à écrire avant d'entreprendre une véritable psychothérapie. Et quand j'ai écrit particulièrement à ma fille. Et je me suis dit, ton père et moi, on t'a envoyé dans une fête médiévale où tu allais costumer pour t'amuser, faire la fête avec un copain pour le week-end. Croyez-moi, elle avait 9 ans, ça comptait pour elle. Quand elle m'a quittée, j'en parlais avec une amie justement hier. Je sais qu'elle m'a fait ça. Ça voulait dire, super maman, vous me faites confiance, mes parents, vous êtes extra, j'ai plus de 9 ans, j'ai passé un week-end chez un copain. Le soir, quand on l'a récupérée à 22h30, elle était morte, c'est difficile à comprendre. Et je me suis dit, c'est comme si en fait on l'avait trahi, Denis et moi, mais sans vraiment la trahir. Et ça, par contre, le psychothérapeute m'a appris à ne pas culpabiliser en me disant, mais c'est vous qui étiez normaux. C'est normal d'envoyer son enfant au week-end chez un copain, comme vous avez reçu des copains d'Émilie. Mais l'écriture, ça m'a permis d'aller plus loin. Et comme j'étais pigiste, bon, je ne veux pas dire que j'avais la plume facile, la rubrique gastronomique et culturelle, c'est pas la panacée, mais ça aide un peu quand même. Et je me suis dit, ce livre, il n'y en aura qu'un. Parce que moi, j'ai décidé après ce livre de tourner la page. Et donc, j'entends tourner la page par rapport à cette triste affaire. Et je crois que moi, Lettre à Émilie m'y a bien aidé. Et il y a aussi, je pense, valeur d'exemplarité pour tous les parents qui ont connu la plus grande injustice du monde, à savoir perdre un enfant. Le plus beau compliment que j'ai reçu me vient aujourd'hui d'une maman qui est devenue mon amie. C'est Marie-Annick Fournel, dont la petite fille a été assassinée en juillet 95 à Redon, donc du côté de Rennes. Et Marie-Annick, au début, elle me vous voyait, et elle m'a dit, Madame, ce livre, en le lisant, j'ai eu l'impression que vous l'aviez écrit pour moi et pour Karine. Et pour moi, je vous assure, ça reste le plus beau compliment. Merci, Corinne. Voilà, Didier, c'est bien de rejoindre pour la conclusion de l'émission. Merci, Alain. Voilà, Didier. Je vais revenir sur peut-être votre émission était très bien. Hein. J'ai un petit regret. Ah bah allez-y. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé avec Béatrice. Parce que je trouve que ce qu'elle apporte par son livre, de force de vie à travers l'humour, à travers la prise de pouvoir contre la maladie, et même le dialogue créé avec la maladie, de dire à son cancer, tu ne m'emporteras pas, je vais te donner des surnoms, le seul pouvoir que j'ai, à part les traitements extérieurs qu'on me fait subir, c'est le pouvoir de la parole. Eh bien, on va se parler. Et ça marche, il faut le dire aux gens. Je connais des tas d'exemples comme vous. J'ai un personnage de roman dans mon dernier livre à qui ça arrive aussi. En plus, on a une autre histoire qui me touche beaucoup. J'ai eu il y a quelque temps dans une signature une dame qui est venue me faire signer un de mes livres. Et elle avait le vôtre aussi. Et cette dame, elle s'occupe de gens qui sont généralement en fin de vie, pour les soins palliatifs et tout, parfois à domicile. Et elle me dit, c'est votre livre, alors le mien était en livre de poche, c'était La vie interdite, il était tout en miettes. Elle me dit, je le prête parce que les gens qui ont peur de la mort, ils n'ont plus peur après. Et elle me montre le vôtre, elle dit, malheureusement, je voudrais l'offrir à tout le monde, il est cher encore. Mais les gens rient, des gens qui sont... Enfin, on leur apporte un peu d'humanité, parce que même si les médecins sont parfois très bien, il y a beaucoup de cas où ils sont d'une froideur et où vous n'êtes plus qu'une pathologie. Et là, tout à coup, cette dame disait en journal d'un saint, c'est des vitamines et ça marche. Elle me dit, je suis sûre que ça peut guérir. Bien sûr, il ne faut pas arrêter les traitements. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur le pouvoir des mots, quand on écrit, qui peuvent un peu modifier la réalité, c'est que quand vous arrivez en chimio, que vous venez d'écrire, que vous venez de regarder en face une situation, ou comme pour la perte d'un enfant, pour ces choses si difficiles, vous n'êtes plus la même. Vous avez des défenses immunitaires parce que vous êtes exprimé, vous avez regardé en face. Et c'est la peur qui fait très souvent, qui fait mourir ou qui fait baisser les bras à un moment donné. L'envie de vivre et le rire est une des choses plus toniques. Le rire et l'amour, on n'a rien inventé de mieux. Donc j'espère que vous allez faire un énorme tirage, que vous allez passer en poche très vite et que la dame pourra comme ça avoir 2 livres de poche pour porter. Les réimprimer, ce qui me comble de bonheur, plutôt que de parler de sous. Quand je parlais du plaisir que j'avais eu à tenir ce livre dans les mains pour la première fois, et quand mon éditeur m'a appris qu'il était réimprimé et que voilà, là aussi j'ai eu un grand plaisir. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur tous les bouquins de nos invités, évidemment, vous rentrez en contact avec nous, soit à Réservoir Prod, soit sur le site de France 2, le site ou évidemment le Minitel. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le dernier journal de France 2. Bonsoir, bonne nuit.